Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Dire que cet épisode est un hymne à l'espoir est un euphémisme. Je cherchais un titre joyeux, mais après tout à quoi bon ? L'espoir naît du désespoir et adoucir la réalité par des mots ne lui enlève rien de sa dureté. Flavio est parfaitement lucide sur le drame qui lui est arrivé à l'âge de 17 ans. Il ne le renie pas, au contraire, il s'en sert pour se donner les moyens de se qualifier aux Jeux paralympiques de Los Angeles ou de Brisbane sur 100 mètres. En 2019, Flavio D'Apozzo voyait son rêve devenir réalité en s'apprêtant à signer dans un club pro de foot italien avant qu'une infection à méningocoque ne l'ampute de ce rêve d'enfant et d'une grande partie de son membre inférieur droit. Mais la vie continue, dans une autre direction, mais elle continue. Cet épisode raconte l'histoire d'un destin modifié. Flavio D'Apozzo, rêve brisé, bonne écoute. Salut Flavio. Salut Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. T'es encore jeune, j'ai vu, mais t'as quand même un vécu extraordinaire, au sens premier du terme, et j'aurais bien aimé qu'on en parle. On est dans le même club, mais on s'est jamais côtoyé. Et c'est vrai que des fois, je te voyais et je savais pas vraiment, je connaissais pas ton histoire, jusqu'à ce que j'entende un podcast que t'as fait avec Michel Simès, je crois, et où j'ai découvert un peu ton histoire. Donc, je suis content de te rencontrer. Est-ce que tu peux me dire, te présenter en quelques mots ? Du coup, je m'appelle Flavio D'Apozzo, j'ai 23 ans. Je suis sportif de haut niveau en saut en longueur et en 100 mètres. Je prépare les Jeux paralympiques de 2028 à Los Angeles. Et voilà, je pense qu'on est bien pour une première présentation. T'es né en Guadeloupe ? Ouais, je suis né en Guadeloupe en 2002 à Baie-Mahault, donc une des plus grandes communes de la Guadeloupe, où j'ai commencé par le foot. Au départ, c'est ma passion depuis tout petit. Même si j'aime le sport en général, le foot ça reste quand même ce qui m'a bercé dans mon enfance. Et mon objectif dès petit, ça a été très vite de devenir footballeur professionnel. Et je demande ça parce que D'Apozzo c'est un nom guadeloupéen. Et non, mon père est italien. D'accord. Ma mère est guadeloupéenne. T'es métis, ça ? Ouais, je suis métis. Ouais. Donc ma mère est guadeloupéenne et mon père est italien. Ok. Du coup, mes parents se sont rencontrés là-bas. Et vous viviez, t'as vécu donc jusqu'à quel âge en Guadeloupe ? Jusqu'à 15 ans, jusqu'à ce que je sois recruté par la section foot de l'ASM, du coup, l'AS Montferrand. Après ma sortie du CREPS, donc du Pôle Espoir. Du coup, j'ai fait mes 2 ans au Pôle Espoir et après j'ai été recruté par l'ASM après un test que j'ai fait à Clermont. Et le CREPS, c'était où ? En Guadeloupe, Antilles-Guyane. C'est le CREPS Antilles-Guyane. Ok, d'accord. Où c'est les meilleurs Guyanais et t'as plein de sports ? Alors les meilleurs Antilles-Guyane, la particularité, c'est que le CREPS Antilles-Guyane est localisé en Guadeloupe. Donc forcément pour les Guyanais... Oui, Antilles-Guyane, d'accord. Ouais. Donc moi je suis Guadeloupéen, pas Guyanais. Ouais. Et donc il faut savoir que la Guyane, vu que c'est à 3 heures, 4 heures d'avion, à 3 heures d'avion, c'est compliqué pour les Guyanais d'être, donc on l'appelle CREPS Antilles-Guyane. Ouais. Sauf que bon, il y a quand même plus d'Antillais, de Guadeloupéens et de Martiniquais que de Guyanais. Ok, et il n'y a pas de CREPS en Martinique ? Tout est en Guadeloupe. Ouais, c'est vraiment le CREPS Antilles-Guyane. Donc Antilles, Guadeloupe, Martinique, plus Guyane. Et il y a quoi comme sport ? Il y a athlé, j'imagine, foot ? Tout. Vraiment, il y a foot, athlé, rugby, voile, surf, boxe, escrime. Athlé, j'ai déjà cité, tennis. Vraiment, la plupart des sports que tu peux rencontrer dans un CREPS, le kayak, le basket. La plupart des sports que tu peux rencontrer dans un CREPS et en gros, nous, on est les meilleurs de chaque sport réunis dedans. La plupart des Antillais sortent de ce CREPS alors ? Passent par là, ceux qui ont fini pro ? Au foot, ouais, la plupart quand même ont fait leur préformation, donc de 13 ans à 15 ans là-dedans. Après, il y a des sports quand même qui ont vraiment un gros vécu, qui ont une grosse renommée là-bas, mais le judo, évidemment.
Enfin voilà, Teddy Riner, les Guadeloupéens. Alors même si je pense pas qu'ils soient passés par le Crêpes, mais l'escrime aussi, où on a plein d'escrimeurs là maintenant en équipe de France qui sont passés par le Crêpes. Et l'athlé, je pense, non, le évidemment. sprint. Ouais, l'athlé évidemment. Enfin, pendant longtemps, Willem Bellossian qui fait du 110 mètres haies, il est passé par là-bas. Et on a une grosse histoire là-bas en Guadeloupe avec le sprint, avec un entraîneur Toutoun, d'ailleurs qui a eu en reportage là sur Canal+ il y a pas longtemps, qui a coaché l'équipe de France de sprint dans les années 80, les filles, avec Marie-Josée Pérec, etc. Donc ouais, non, c'est une grosse histoire en tout cas entre le Crêpes et l'équipe de France en général. Tu as déjà rencontré Marie-Josée Pérec? Non, Marie-Josée Pérec jamais, mais son ancien coach du coup Toutoun, oui, c'est un peu une légende en Guadeloupe. Et lui, tu le croises souvent au Crêpes. Ok. Voilà. Et donc après, tu es venu à Clermont pour le foot. Ouais. C'était à l'ASM directement, c'était pas Clermont Foot. Ouais, j'étais recruté par l'ASM. Le directeur de mon club en Guadeloupe était recruteur en fait. En tout cas, bossait et envoyait ses meilleurs jeunes à l'ASM. Du coup, moi, voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai été faire un test et le test a été concluant et j'ai signé la saison d'après. Putain, et c'était un peu risqué quand même parce que l'ASM, même si c'est un bon club formateur, tu venais de Guadeloupe pour pas un énorme club, quoi. Tu venais pas pour le PSG ou Rennes. Non, mais après, il faut garder, toute proportion gardée. En Guadeloupe, on part de rien, tu vois. C'est un contexte compliqué. C'est vrai que à l'ASM, moi, on m'a déjà sorti ça aussi. On m'a dit, putain, t'es sorti de la Guadeloupe pour venir ici. Sauf que quand tu pars à l'ASM, tu pars déjà d'un club formateur où tu vas au Gravanche, t'as 10 terrains pour t'entraîner, t'as une salle de musculation. Enfin, moi, en Guadeloupe, j'avais pas tout ça, quoi. Ouais. Tu pars dans un endroit où t'es isolé et en fait, où c'est déjà partir en métropole. C'est déjà un rêve pour tout gamin et c'est une première étape pour devenir professionnel. Donc en fait, ouais, c'est pour ça que je dis que. Donc tu as à peine réfléchi. Donc non, c'est pas que j'ai réfléchi, mais ça reste quand même déjà de la région, c'est un des meilleurs clubs amateurs. Donc là, tu vois, sur toutes les poules Auvergne-Rhône-Alpes, ça reste quand même le seul club d'Auvergne qui est présent et voilà, c'est un club qui a été pendant 10 années au niveau U17 nationaux. Il y a 20 ans, il y avait une équipe qui était en 5e division française, en CFA, en CFA2. On a eu des U19 nationaux. Enfin, ça reste quand même en bon club sur club amateur. C'est pas tu pars de la Guadeloupe et tu vas jouer en départemental 1. Ouais. Tu viens quand même pour jouer à une équipe qui joue au niveau national. Donc, en fait, le step, il est pour nous qui venons de la Guadeloupe, il est incroyable. Et ton objectif, c'était vraiment d'être pro. Tu voulais être pro de foot. Depuis tout petit, ouais. Depuis tout petit, c'était mon objectif. Ouais. Tu jouais à quel poste? Moi, je voulais être défenseur central. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, défenseur central. J'ai regardé Génération 2002 un peu. Il y a qui? Il y a Kamavinga, j'ai vu là. Kamavinga, ouais, 2002. Il y a Cole Palmer, là, j'ai vu. Cole Palmer aussi. Ouais, il y en a pas mal, la génération 2002. Ouais. C'était franchement une bonne génération au niveau foot en général. Donc tu l'as dit en intro, aujourd'hui tu prépares les Jeux paralympiques en athlé. Comment t'es passé du foot aux Jeux para-athlé? Tu peux raconter ta vie? Aux Jeux paralympiques, ouais, c'est à l'âge de 17 ans, quand je devais signer dans un club pro à l'étranger, justement, j'ai contracté une maladie qui s'appelle une septicémie à méningocoque. Et c'était quel club? Pardon, je te coupe tout de suite. C'était l'Udinese en Italie. Ok. Voilà. C'est le club de ma ville en fait. Mon père est de là-bas en Italie. Donc, voilà. Ok. Et pardon, du coup tu es pas allé, tu avais signé le contrat ou non? Non, j'avais pas signé en fait. Justement, c'était un moment où je devais m'y rendre. J'avais déjà des essais prévus en octobre. Et en fait, là, je devais, en octobre de l'année d'avant. Et là, je devais m'y rendre de nouveau pour tout finaliser en fait. Et justement, c'est arrivé. Et voilà. Ok, pardon, je t'ai coupé. Pas de souci. Et donc, du coup, j'ai contracté cette maladie, donc qui est un peu, alors rare, mais pas trop. Il y a un peu plus de 500 cas par an en France, donc ça reste quand même pas mal. Et il y a 10% de morts, etc. Donc moi, c'est une maladie que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, c'est le vaccin contre cette maladie est inclus dans le calendrier vaccinal. Et en fait, il n'était pas à l'époque? Non. D'accord. Ouais, non. Il est obligatoire pour les nouveau-nés nés à partir du 1er janvier 2020 et il est recommandé pour les ados et les jeunes adultes. Voilà. Ouais. Donc remboursé par un sécu. Et moi, à mon époque, c'était... Alors en Guadeloupe, il n'y a aucun cas. Donc forcément, moi, je ne connaissais pas. Globalement, l'État faisait très peu... le gouvernement fait, et même du coup le ministère de la Santé, etc., a fait très peu de campagnes de vaccination contre cette maladie. Donc moi, c'était vraiment méconnu. Il faut savoir que c'est une maladie, par exemple aux États-Unis, dans les universités, pour rentrer à l'université, tu dois te faire vacciner contre le méningocoque, avec tous les défauts que peut avoir le pays en ce moment. C'est vrai que c'est un des choses positives, c'est que voilà, ils savent le danger que ça peut être. Et en fait, c'est une maladie qui s'attrape dans des milieux où beaucoup de gens se côtoient. Ouais. Donc typiquement les clubs sportifs, les écoles.
Et en fait, il y a des gens qui sont porteurs sains. Donc en France, il y a 10% de la population qui est porteur sain. C'est-à-dire qu'il va y avoir la bactérie qui ne vont pas la développer sous forme de grave, mais qui vont pouvoir la donner sous une forme grave en fait. Et il suffit que là, par exemple, moi j'ai la bactérie, toi tu es à côté de moi, donc on est un petit peu éloigné, mais si on a une discussion un petit peu plus serrée pendant 30 minutes, typiquement en podcast, la bactérie qui est un peu plus lourde quand même que la grippe, etc. Donc c'est pour ça que vraiment si on a une discussion d'une table à l'autre, tu vois, dans notre côté de la table, on va pas pouvoir attraper la maladie. Par contre, si on a une portée plus restreinte, plus courte, et qu'on discute pendant 30 minutes là comme un podcast, et ben que toi, je sais pas, t'as le système immunitaire un petit peu affaibli parce que tu as eu un rhume ou un truc comme ça, typiquement on est dans la période d'une gastro, et ben en fait la bactérie elle va passer plus facilement et elle va faire son chemin. Maintenant, les chercheurs, ils sont pas capables de dire pourquoi dans certains cas la bactérie elle passe et dans d'autres elle passe pas. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'en fait, quand tu es un peu affaibli, ça facilite le passage dans la bactérie. Et donc du coup, elle va passer dans le sang, ça va faire une infection du sang, comme dans mon cas, ou alors elle va aller dans les méninges et ça va faire ce que les gens connaissent, c'est la méningite. Voilà. Donc toi, dans le sang, ce qu'on appelle une septicémie, une infection du sang. Une infection du sang, Et donc du coup, en fait, la bactérie, elle se loge dans une articulation à ce moment-là, et en fait, donc moi, c'était dans mon genou droit à l'époque. Et en fait, elle commence à se propager dans le sang. Et en fait, elle crée. En fait, le sang, il hypercoagule. Et donc, du coup, ça fait des caillots. Et en fait, ça crée des nécroses. Parce que c'est la mort du tissu. Voilà, exactement. Donc, le sang, il circule plus. Et du coup, en fait, ça atteint tous les tissus. Donc, ça part de la peau jusqu'aux muscles, aux ligaments, à l'os, etc. Ça ronge tout un peu. Donc, c'est une bactérie très agressive. C'est pour ça qu'il y a, dans beaucoup de cas, en fait, si c'est pas pris en charge très rapidement, tu meurs, en fait. Voilà. Et tu sais comment tu l'as contracté? Tu peux pas savoir, du coup? Alors, je me doute forcément que quelqu'un me l'a transmis. Mais après, dire qui, impossible à dire. Tu peux avoir des doutes, forcément, parce que tu te dis, tu sais que l'incubation, c'est de 2 à 10 jours. Je peux dire, de 2 à 10 jours, j'ai vu telle personne en contact. Tu peux retracer un petit peu, Mais dire, c'est lui qui m'a donné, impossible. Ok. Et donc, comment ça s'est passé le jour où tu contractes, où tu as les premiers symptômes? Le lundi, en fait, les premiers symptômes, en fait, c'est toujours des symptômes grippaux. Donc moi, je les ai eu 48 heures avant. Donc moi, j'ai été admis en réanimation un mardi matin très tôt, genre vers 1h, 2h du mat. Et le samedi, j'ai commencé à avoir mes premiers symptômes grippaux. Et en fait, c'était du rhume, courbature, voilà, symptômes grippaux classiques que tu peux avoir. Le week-end est passé, lundi Tu avais un match de foot, tu avais pu le faire? Et en fait, non, on n'avait pas match le week-end parce que c'était un retour de vacances. D'accord. C'était un retour de vacances, donc on avait juste entraînement. Donc par exemple, la semaine d'avant, je me suis entraîné normal, quoi, tu vois. Voilà, j'ai fait mon entraînement, et mes entraînements plutôt, avec le foot. Et le lundi, je suis retourné à l'école, du coup, vu que retour de vacances. Le lundi, je me sentais vraiment pas bien le matin, tu vois, j'allais encore moins bien. Tu vois, les symptômes grippaux, ils passaient pas malgré le paracétamol. Et après, j'ai fait toute ma journée à l'école, et du coup, ça allait encore moins bien. Et donc, je suis quand même allé à la muscu, on avait entraînement avec le foot, donc on avait muscu. J'ai fait ma séance, et après, c'était encore pire. Je suis allé au kiné, et le kiné, il m'a dit tu te sens pas bien. Je commençais vraiment à avoir des sensations de chaud-froid, c'est vraiment classique de la fièvre, fébrile. Donc du coup, il m'a dit rentre chez toi, quoi. Tu vois, ça sert à rien de faire séance de kiné, va te reposer. Donc j'ai fait ma séance de kiné. Et enfin, j'ai pas fait ma séance de kiné, du coup, je suis rentré à l'internat, je suis rentré de me reposer, je suis même pas allé manger. Et en fait, j'ai laissé le temps passer. Et j'étais vraiment pas bien. Et du coup, à la fin, j'ai appelé le directeur de l'internat. Et il m'a amené chez un médecin, SOS médecin, qui m'a diagnostiqué une hypothyroïdie. Donc il a fait une erreur de diagnostic. Et en fait, il n'a pas pris toutes les précautions à ce moment-là, c'est-à-dire, tu sais, la nécrose, quand les premières taches de purpura, en fait, ça s'appelle, c'est des taches bleues, en fait. Tu vois. Et en fait, souvent, des fois, ça apparaît sur les jambes. Typiquement, moi, la bactérie, elle s'est logée sur mon genou, donc forcément, ça commence à apparaître sur les jambes. En gros, il y a des précautions à prendre, donc c'est déjà de déshabiller le patient. Même si, évidemment, on sait que c'est des fois des symptômes grippaux, c'est pas forcément une infection, vas-y, forcément. Mais au moins, il y a des trucs simples à faire, tu sais que tu te déshabilles. Et là, il l'a pas forcément fait, il m'a diagnostiqué une hypothyroïdie à ce moment-là. Donc, je suis rentré à l'internat et j'ai eu un moment où j'étais un peu soulagé. Et je me suis dit, ok, bon, ça va, c'est rien de grave. Et du coup, le temps est passé. Et en fait, là où je me suis dit vraiment, il y a quelque chose qui cloche, c'est que j'ai vomi, en fait. J'ai vraiment vomi. Je boitais, en fait. Et moi, je pensais que c'était à cause de la musculation, mais en fait, c'est parce que du coup, la bactérie commençait à faire son trou, en fait, et avait atteint mon articulation du genou.
Enfin, tu vois, j'avais vraiment l'estomac qui partait en cacahuète. Je me sentais pas bien, j'étais complètement barbouillé, j'étais faible, vraiment. Là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose vraiment qui cloche là. Et ce qui est inhabituel en fait, parce que je suis vraiment pas du genre à me plaindre. Puis ça fait depuis 13 ans que je suis en internat, j'ai été malade plusieurs fois, et tu sais, je me dis, je sais quand c'est passable, et même moi j'avais même tendance, quand même quand je me sentais pas bien, à aller m'entraîner et tout. Enfin, j'étais pas du genre à me plaindre pour rien. Et là je me suis dit, c'est inhabituel. Et donc du coup j'ai rappelé le directeur de l'internat, et je lui ai dit, bah là, il y a quelque chose qui va pas, vraiment. Donc il a rappelé un médecin, donc le médecin est venu m'ausculter, donc vers 23h minuit. Et là, elle a dit ok, bah là il faut qu'on appelle une ambulance, on va checker à l'hôpital. Et du coup, l'ambulance est venue. Et là, vers 2-3 heures, du coup, je suis arrivé, je crois, au CHU Estin, à l'hôpital. Et là, j'ai été admis en réanimation. En réanimation? Ouais, parce qu'en fait, je suis tombé dans le coma à ce moment-là. Et en fait, ils ont eu une suspicion du coup d'infection bacilliaire méningocoque. Et du coup, j'étais admis direct en réanimation, coma artificiel et antibiothérapie, etc., etc. T'as des souvenirs un peu de ça, ou c'est à force de le répéter que l'histoire est... Non. Tu la récites ou tu de ce moment-là, en vrai, à partir du moment où je suis arrivé, j'arrivais à me souvenir du moment où je suis arrivé à l'hôpital. Donc, et en fait, c'est mon dernier souvenir. Genre vraiment, c'est le brancard en train de voir les infirmiers ou les médecins qui m'avaient accompagné dans l'ambulance en train de m'enregistrer. Et ça, c'est mon dernier souvenir. Et après, c'est blackout complet. Et après, mon souvenir d'après, c'est mon réveil de réanimation. Mais après, sinon, j'étais en coma, donc je me souviens de rien. Mais les souvenirs sont assez flous, mais j'arrive à peu près à me souvenir de ça. Et le réveil de réanimation, c'était combien de jours après? 2 jours. 2 jours. Ouais, 48 heures. Donc là, pareil, le réveil, il est assez flou. Et après, le seul souvenir ou la seule sensation que j'ai, c'est de m'être demandé, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois. Ouais. Voilà. Tu avais 17 ans, hein, c'est ça? Ouais, j'avais 17 ans. Et là, comment ça se passe? J'imagine que le diagnostic est fait entre-temps. Ils connaissent... Oui, alors du coup, on te fait une ponction lombaire et après, ça part en analyse. Et là, du coup, ils ont vu que c'était une infection méningocoque. Et après, du coup, il y a une antibiothérapie ciblée vraiment sur la bactérie qui est faite. Et là, voilà. Donc à ce moment-là, ils savaient ce que j'avais. Et voilà. Dans le podcast là où le médecin que tu as fait, le médecin spécialiste, disait que dans ce cas-là de pathologie, tu l'as dit au début, il y a 10% de décès. À partir du moment où on a cette pathologie-là. Et toi, ils te le disent, là, les médecins, tout de suite? Ils t'alertent un peu? En fait, moi, on me dit rien. Pourquoi? Parce que je suis mineur déjà et que du coup, je suis sous la responsabilité de mes parents. Sauf que mes parents n'étaient pas là. Ma mère était en Guadeloupe et mon père en Italie. Et donc, en fait, à ce moment-là, ils ont appelé mes parents directement. Et pour te dire, à ce moment-là, j'avais 1% de chance de survivre selon les médecins. Mais en gros, c'était pour dire que, en fait, à ce moment-là, quand ils ont appelé mes parents, c'était pour leur dire que votre fils va y passer, donc venez le voir, en gros, vite une dernière fois, quoi. Et ta mère, elle a dû ouais, ma mère, elle a pris le premier avion, du coup, 7000 km, Paris, Clermont. Mon père aussi est venu très rapidement d'Italie. Et du coup, les deux, en fait, sont tombés des nues, en fait. Et enfin, c'était un choc, quoi. Tu vois, je te laisse imaginer. Donc moi, sur le moment, je savais rien. Quand mes parents, la toute première personne à être venue, c'était ma tante. Donc en fait, on leur disait à eux, mais moi, on me disait rien. Je savais pas que j'avais 1% de chance de survivre, que j'allais perdre ma jambe, etc. Enfin, je savais rien du tout, tu vois. Ouais. Donc moi, j'étais vraiment dans le déni, à tel point que moi, ce à quoi je pensais, c'était à partir d'un club en Italie à ce moment. Alors c'était foutu, tu vois. À partir du moment où j'ai eu cette bactérie, il y avait plus de foot dans ma vie. Enfin voilà. Ouais. Et moi, je pensais à ça, je pensais à reprendre le foot, etc. Or, quand c'était impossible. Enfin voilà. Et moi, je le savais même pas, tu vois. J'étais naïf à ce moment-là. Tu l'as pas eu dans le regard de tes parents Non, j'étais complètement shooté. J'étais sous morphine toute la journée. J'étais sous des gros analgésiques vraiment, parce que tout était très douloureux en fait. Et j'arrivais même pas à tenir les yeux ouverts 5 minutes, quoi. Tu vois, mes yeux se fermaient tout seuls. Enfin, c'était très compliqué à ce moment-là. Ouais. J'étais pas du tout sobre, concrètement. Tu vois. Comment est-ce si t'as pas envie d'en parler, tu me le dis, hein, mais quand on t'annonce qu'on va t'amputer d'une jambe, comment on le vit à 17 ans et tout? Alors c'est arrivé longtemps après, parce qu'en fait mes parents à l'époque ont vraiment forcé pour trouver des solutions pour sauver mes jambes. Ah, mais au tout début, il t'avait dit quand même, il l'avait envisagé, il t'avait dit... Non, il m'avait rien dit, moi, je savais rien du tout. Hein. Ouais, vraiment, je savais rien du tout. Mais c'est mes parents qui parlaient avec les médecins et eux ont forcé, ils ont trouvé une solution qui s'appelle le VAC, en fait. C'est un gros pansement qui aspire vraiment toutes les
toutes les mauvaises choses qu'il peut y avoir dans une plaie en fait et qui Ok. permet en fait à cicatriser plus vite. Mais c'est un pansement vraiment pour les grosses plaies. Ça vient se mettre dans un gros bac et tout. Ça fonctionne toute la journée. Il faut le changer régulièrement en fait. Et du coup, ils avaient trouvé ça. Donc pendant un mois, j'ai gardé ça, ce vac. Et sauf que du coup, quand je suis sorti, je suis resté 23 jours en réanimation à peu près. Et après, je suis sorti, je suis allé en hospitalisation continue. Au bout de 2-3 semaines en hospitalisation continue, donc en tout un mois après que je suis rentré à l'hôpital, bah là, enfin un mois, même plus, tu vois, un mois et demi. Là, le chirurgien un jour, bah, il est arrivé dans ma chambre. Et en fait, j'avais compris un petit peu avant parce que j'avais fait un test avec des électrodes en fait pour voir Ouais. ma sensibilité nerveuse en EMG en fait. Ouais. Et le EMG en fait, je trouvais ça bizarre parce que ma jambe me répondait pas, genre je sentais rien comme on voyait les signaux électriques. Et donc là, tu vois, j'ai commencé à me dire ouais, ça cloche. Dès que je pliais ma jambe, j'avais mal. Donc tu vois, j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Et un jour, le chirurgien il s'est ramené dans ma chambre et il m'a dit bah franchement, enfin voilà, on va devoir t'amputer de ta jambe. Enfin, j'avais 42 fièvres tous les jours. Parce que du coup, les plaies elles étaient grosses, donc mon corps il luttait à chaque fois pour soigner tout ça. Et donc forcément, j'étais très fiévreux. J'avais mal en pliant ma jambe, elle répondait plus aux signaux électriques. Enfin, tout était foutu, quoi. Ligaments, il n'y avait plus rien je pouvais pas me mettre debout dessus. Et trop toi, c'était douloureux. presque un soulagement finalement. Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Je pense qu'à ce moment-là, si tu m'avais dit garde ta jambe, tu la gardes, tu vois. Moi, c'est juste que le mec il m'a dit ça et c'est un chirurgien, tu vois. Je lui ai dit bah ok, c'est ça à faire. Mais moi, à ce moment-là, je voulais pas perdre ma jambe. Moi, ce que je voulais, c'était faire du foot. J'ai 17 ans, j'ai mes deux jambes. Et ce que je me suis toujours dit, c'est à 60 ans perdre une jambe. Enfin, tant mieux, tu vois. J'ai vécu toute ma vie comme ça. Tant mieux, tant pis si je vis 20 ans dans ma vie avec une jambe en moins. Mais non, j'ai 17 ans, tu vois, c'est 60 ans, 70 ans à vivre comme ça. Et ça, tu te rappelles, quand tu es sur le brancard pour aller au bloc, t'as pas eu envie de dire ah, arrêtez tout Non. une fois. J'étais triste, c'est tout. Ouais. Mais j'aurais jamais dit arrêter. De toute façon, je pouvais pas. Donc, mais ouais, non. Et puis c'est moi qui ai pris la décision de le faire le plus rapidement possible. Donc c'était fait, c'était fait. Juste, voilà, j'étais triste, quoi, c'est tout. Et en plus, du coup, j'imagine que si le genou était atteint, t'es un amputé fémoral. T'es Exactement. amputé au-dessus du genou, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Donc vu que le genou était atteint, ouais, j'étais amputé transfémoral. Donc bon, avec du recul, pour l'athlète, ça aurait été mieux d'être transtibial, tu vois. Ouais. Mais ouais, du coup, je suis transfémoral. Et ils l'ont fait en une fois. Après, il n'y a pas eu de complications. Ils ont dû Non, revenir après, chercher. ça s'est bien passé. Après, les complications, elles étaient au niveau de ma jambe gauche, du coup, qui avait été assez atteinte aussi. Donc là, j'ai plus les muscles qui permettent de relever le pied. Ouais, je vois que t'as un releveur. Ouais, voilà. Ouais. Donc j'ai ça. Et après, du coup, on s'est attelé à sauver ma jambe gauche. Et voilà, Ok. c'était ça. Et là, c'est quoi ton état d'esprit là? Tu te réveilles, donc des longues rééduques, j'imagine? Ouais, la rééduque n'a pas commencé tout de suite parce qu'en fait, je pouvais pas me verticaliser. J'arrivais même pas à me mettre assis en fait à ce moment-là parce que j'avais perdu plus de 20 kilos en fait et j'étais vraiment faible, j'étais squelettique et j'avais des malaises en fait à chaque fois que je me verticalisais. Donc en fait, il fallait d'abord que je mange déjà beaucoup. Donc sachant que j'avais rien avalé à ce moment-là, mais je devais manger en fait pour reprendre du poids et des forces. Et en gros, à partir du moment où j'arrivais à me reverticaliser, j'ai commencé à me remettre debout sur une jambe sur des barres parallèles. Et ensuite, après, une fois que je suis sorti de l'hôpital, donc je suis sorti de l'hôpital un 31 août ou un 1er septembre, je suis un truc du genre. Et là, du coup, j'ai été hospitalisé à domicile déjà, parce que j'en pouvais plus de l'hôpital. Et ensuite, vers novembre, je crois, je suis rentré en centre de rééduque avec ma prothèse et tout. Ouais. Voilà. C'est quoi à ce moment-là ta priorité, toi? C'est de plus avoir mal dans l'immédiat, de plus avoir mal, ou tu penses quand même au futur? C'est quoi ton état d'esprit? Franchement, dur à dire, j'avais envie de rien en fait. Parce que même l'école, t'as dû foirer une année. Ouais, bah, j'étais en première quand ça m'est arrivé, qui est le bac de français. Et donc du coup, ouais, j'ai pas passé mon bac de français. Et en fait, à ce moment-là, je pense que j'étais encore dans une période où je savais pas ce que je voulais faire. C'est pas arrivé tout de suite et c'était compliqué de me dire, de m'imaginer ce que j'ai. En fait, j'avais envie de rien, vraiment. Ouais. Même quand je suis arrivé en rééduc et que j'ai mis une prothèse pour la première fois, ça m'a plus rendu triste qu'autre chose. Et tout ce que je voulais, c'était rester chez moi et rien faire, quoi. T'avais une copine à l'époque? J'avais pas de copine à l'époque, non. Ouais. Ouais, j'avais pas de copine à l'époque. Ok. Et après, donc 17 ans, après c'est quoi la suite de ta vie? T'as réussi à reprendre un peu les études? Du coup, quand j'ai commencé à remarcher, je suis retourné à l'école
Donc j'étais passé en terminale. Donc mes profs m'avaient fait passer parce que j'étais un bon élève, tu vois, j'étais dans les 5 premiers de la classe. J'avais toujours des bons rapports sur moi. Enfin, tu vois, tout se passait bien. J'étais vraiment un bon élève. Donc en fait, grâce à ça, j'ai pu passer en terminale même sans avoir passé mon bac de français. Et en fait, ma chance après, c'est qu'il y a eu le Covid. En fait, et que du coup l'école, moi je suis revenu à l'école en janvier 2020 du coup, et en mars il y a eu le Covid. Ouais. Et donc du coup en fait j'avais passé quelques notes entre janvier et mars, j'avais eu quelques notes, et donc du coup après il y a eu le Covid, du coup bac à la maison, qui se basait beaucoup sur la moyenne que tu avais eue pendant l'année, et moi j'ai passé quelques euros ensuite après avec des profs qui étaient même venus en centre de rééducation carrément pour me faire passer des euros, pour compléter mes notes, et j'ai eu mon bac comme ça. Donc ça a été ma chance un petit peu, ça a été quelque chose de positif, on va dire, dans mon parcours scolaire, le Covid. Et après, tu as fait les études supérieures? Ouais, après du coup, donc moi, comme je t'ai dit, j'adore le sport. Donc je me suis orienté vers STAPS, sans savoir vers quoi je voulais aller au départ. Mon club, l'ASM, la section foot, en fait, m'a proposé de faire analyse vidéo. Donc moi, au départ, j'ai commencé comme ça, tu vois. Il n'y avait pas de pôle vidéo au départ. Et donc moi, du coup, j'ai un peu lancé le truc, tu vois. J'ai commencé à faire de la vidéo sur une équipe, donc avec mon ancien coach en U16. Donc pour le foot? Ouais, pour le foot. Pour le foot, Ouais. Là, ça a commencé et du coup, j'ai commencé STAPS sans forcément savoir que je voulais faire analyse vidéo. Après, j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur aussi, donc mon brevet de moniteur de football. Et après, les choses se sont fait au fur et à mesure. Tu vois, j'ai commencé à voir que j'aimais bien la vidéo. J'adorais la vidéo déjà étant ado. En fait, j'ai commencé au Crêpes justement avec mon coach qui nous a fait faire nos premières séances vidéo et où moi, vraiment, même passer 1 heure en salle, j'aimais bien, tu vois, vraiment l'aspect tactique, c'était quelque chose. J'aimais comprendre ce que je faisais en fait. Et du coup, en fait, c'est ce que j'essaie aujourd'hui de transmettre aux petits avec lesquels je fais la vidéo aujourd'hui. Et ça, on peut en dire 2 mots, ça m'intéresse, c'est hyper intéressant. Tu fais quoi, par exemple, pour les U16 de l'ASM? Ouais. C'est l'analyse vidéo de eux ou des adversaires? Tu fais... De tout, en fait. Donc, avec les U16, moi, j'anime, parce que c'est avec le coach, c'était mon coach, en fait, à l'époque. Donc, on a un bon rapport. Donc, lui, je fais les analyses de moi-même et c'est moi qui anime les retours vidéo avec les enfants, avec les U16, avec les ados plutôt. Et après, avec les U18, les U20 et les seniors, par contre, là, moi, je fais juste les débriefs vidéo et eux, ils animent. Et du coup… Et qu'est-ce que tu appelles animer? Animer, ça veut dire j'ai fait mon débrief vidéo, j'ai ma vidéo, et animer, c'est je fais le retour en salle en fait avec eux. Ouais. Donc je leur dis ça a été, ça n'a pas été, grosso modo. En général, dans le monde du foot, c'est rare que ce soit l'analyse vidéo qui le fasse, c'est plutôt le coach qui le fait. Mais là, comme je t'ai dit, moi j'ai vraiment un bon rapport. Mais c'est-à-dire, tu dis par exemple à l'arrière gauche, tu vois, là t'étais 10 mètres trop haut sur le terrain, c'est ça? Grosso modo, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. En gros, on a des principes de jeu. En fait, on veut me jouer d'une manière, et moi je fais mon débrief vidéo par rapport à notre match du week-end. Et je dis, OK, par rapport à nous, ce qu'on veut faire, ça n'a pas été, ça n'a pas été, okay. Ça a été, ça a été. Et derrière, on le montre aux joueurs. Et voilà. Comment tu filmes pour avoir tout le terrain? On a des caméras qui filment toutes seules, en fait. Ouais. On a une caméra qui filme toute seule, en fait, et qui suit le ballon pendant le match. Et du coup, on filme comme ça. Voilà. Ah ouais? Ça marche comment? Par drone? Non, en fait, donc elle est posée sur une perche. OK. C'est en gros un trépied qui fait 7 mètres maximum. Et en fait, la caméra, elle a 2 yeux. Et en fait, un œil filme une partie du terrain, l'autre filme l'autre partie du terrain. Et à la fin, en fait, une fois que le match il est chargé, et ben la caméra elle joint les deux yeux. J'ai jamais fait gaffe, je ferai gaffe maintenant. C'est vert, tu verras. Okay. Alors nous, la nôtre elle est verte, mais sinon des fois, en fonction des marques et tout, c'est. Et t'as jamais voulu le faire pour les sprinters et tout? T'as jamais travaillé en athlète là-dedans? En fait, en athlète, je vois. Nous au foot, l'intérêt de filmer de haut comme ça. C'est que déjà 90 minutes à être là à filmer, c'est chiant. Oui. Okay. Donc déjà avoir une caméra qui filme tout ça, c'est un avantage. Et l'avantage, c'est d'avoir la vue de haut où tu peux avoir des plans tactiques en fait où tu vois tous les joueurs. Maintenant en athlé, mon coach il se met sur le côté, il me filme et on fait l'analyse vidéo comme ça. Tu vois. On en fait beaucoup. Suffit, ouais. Et on en fait beaucoup, mais ça suffit. C'est le travail de l'entraîneur, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et là on en fait, hein, tu vois. Et je pense tout le monde en fait au stadium, tout le monde a sa tablette et tout. Mais bon là, t'as pas besoin déjà d'avoir forcément une vue plongeante. Et surtout là c'est plus court, donc le coach il peut se permettre juste d'arriver avec sa tablette, il filme une course ou un saut et voilà. Quand est-ce après tous ces déboires, quand est-ce que tu as repris le sport? Et tu as repris par quoi? C'était en 2022 en fait. Donc, donc tu as 2 ans à rien faire presque. 3 ans. 3 ans. Ouais, 2 ans et demi. Hein. Ouais, c'est 2 ans et demi quasiment. Et en fait ça s'est passé. T'allais pas faire un peu de muscu ou rien? Ah si, je m'étais inscrit à la salle. Ouais. Alors j'ai commencé en rééducation en fait, pour me muscler. Et après j'ai pris un abonnement à la salle. Sauf que en fait, je trouvais pas de but derrière tout ça. Tu vois, ça m'ennuyait à vrai dire.
Tu vois, j'essayais de mettre en place tout ce que j'apprenais en cours et tout. Je faisais des tests sur moi-même et tout. Mais c'était chiant. Genre moi, ce qui m'anime, c'est la performance, c'est un objectif, c'est le haut niveau tout simplement. Genre pas le loisir comme ça. Et donc le mec le président plutôt, pardon, de la section handisport de l'ASM, et ben dès que j'ai eu mon accident, il est venu, un homme très sympa, Henri Laniret, et dès le début, il m'a dit la section handisport elle est ouverte et si tu as envie d'essayer, dès que tu veux, moi je suis à ta disposition. On va dire qu'un jour, je me suis dit ok, pourquoi pas. Je sais pas quand j'ai vu quelqu'un pour courir avec une lame pour la première fois, mais en tout cas, un jour, je me suis dit avec mon prothésiste, ok, est-ce qu'on peut en financer une, etc. Donc mon club, l'ASM, m'a financé ma première lame, et du coup, j'ai essayé, ça a matché, et voilà. Hein. Après, au départ, on s'est pas dit ok, on va faire les jeux et tout, parce que j'avais pas de niveau. Et pour te dire, clairement, j'étais nul, ça ressemblait à rien. Si tu voyais les premières vidéos où je courais, si tu me vois courir maintenant, tu te dis ah ouais putain, c'est chaud quand même. J'ai dû réapprendre à courir un petit peu, mais c'est venu assez vite en fait. Et le fait que j'ai fait du sport avant, c'est pas pour rien en fait. Parce que tu sais, plein d'années avant Paris 2024, il y avait on parlait des Jeux paralympiques et tout. T'as pas eu une étincelle dans ta tête, tu t'es pas dit ah tiens pourquoi pas? Non, je pense que j'avais même pas. Alors je savais qu'il y avait les Jeux à Paris à ce moment-là. Mais en fait, moi, j'ai pas recommencé plus tôt parce que aussi, je me suis fait opérer beaucoup de fois. Je me suis fait opérer 13 fois entre 2019 et 2023. Et donc, en fait. De la jambe? De la jambe gauche, ouais. Un peu partout, en fait. Okay. J'ai eu plein de complications, en fait, notamment des greffes, etc., qui ont fait que j'ai dû me faire opérer. Donc, je suis passé en tout 13 fois sur billard, comme on dit. Et donc, du coup, ça compliquait déjà 2020-2021 le fait de pouvoir reprendre un sport normalement, on va dire. Et donc, du coup, c'est qu'en 2022 où je savais qu'il me restait plus beaucoup d'opérations. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, on peut reprendre un truc, on peut reprendre un sport déjà et se projeter un peu plus sur l'avenir. Donc, c'est pour ça que j'ai pas repris avant. Et au final, Paris, avec le recul, je suis un petit peu dégoûté parce que je me dis que en fait, il m'a manqué une année pour me qualifier pour les Jeux vraiment. Parce que du coup, là, les minima, en fait, l'année d'après, je les ai fait. Mais en fait, il m'a manqué une année, j'avais que 2 saisons dans les jambes en fait. Et je me dis, putain, si tu avais commencé en 2021, tu aurais peut-être été. C'est comme ça, c'est la vie maintenant. Et avec du recul, comme je t'explique maintenant, c'était pas possible avant. Donc, pas de regrets. Et voilà. Et t'as attaqué par quel sport? Par le sprint. En fait, il fallait apprendre à courir déjà avant d'apprendre à sauter. Donc, en fait, avec mon coach, on a appris à courir. Et puis voilà, donc on a commencé avec le sprint pendant 5-6 mois. Donc on a fait la saison hivernale en gros de la saison 2022-2023 en sprint. Et après en fait tu faisais des compètes là par j'ai fait une compétition ici valide, c'était ma toute première compétition qui était horrible. Et après j'ai fait les championnats de France en salle handisport. Et après du coup on s'est dit ok, pourquoi pas essayer le saut en longueur. On a essayé et c'est ce qui a le mieux matché même au départ. Ouais, c'est là où tu es le meilleur. Alors maintenant, je pense me valoir sur les deux disciplines, mais c'est vrai qu'au départ, pendant un long moment, j'étais meilleur sur le saut en longueur que au sprint. Saut en longueur, une question bête. Hein. Le pied d'appui, c'est quoi? C'est ma lame. Ouais, carrément, c'est ma lame. Ouais. Okay. Sur tous les. Alors, tu sais, tu as les catégories en handisport. Donc moi, c'est les T63, c'est les amputations fémorales d'une jambe. De T61 à T64, donc c'est les amputations fémorales ou transtibiales d'une jambe ou de jambes. On saute tous sur notre lame. Ok. Et donc, pardon, tu es dans la même catégorie qu'un amputé fémoral parce que tu as ton problème de releveur. Ouais. Tu es dans la même catégorie que ça. Okay. Ouais. C'est ce qui est compliqué dans le sport. C'est ce qui est compliqué. En fait. C'est ce qui est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai un dispositif quand même adapté qui m'aide pas mal. Alors forcément, rien ne vaut d'avoir un pied valide parce que déjà c'est un peu embêtant aussi pour l'entraînement. Mais j'ai un dispositif, donc une attelle, un releveur intégré dans ma pointe d'attelé qui me permet quand même d'avoir des bonnes performances sur ma jambe gauche. Et ça, c'est contrôlé? Ouais. Il y a un minimum de trucs à respecter? Alors ça, non, pas forcément. En tout cas, moi, j'ai envoyé, en gros, mes orthos ont envoyé, quand j'ai fait ma classification, un sorte de rapport, on va dire, mentionnant tout ce qui a été fait sur le releveur. Ouais. Ok. Voilà. Ta lame carbone, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps. Pour dire comme les choses sont bêtes, tu t'es fait voler ta voiture, j'ai vu sur Insta. Ah ouais, dedans, il y avait tout ton matériel prothétique. J'ai eu plein de mésaventures en fait. C'est vrai que cet été à Paris déjà, je me suis fait dévaliser ma voiture, on va dire. Donc là, je me suis fait voler des lames qui ont été retrouvées. Ils n'ont pas pris la voiture? Non, alors il m'est arrivé 2 trucs en fait. Ouais.
Donc j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Donc je me suis fait voler mes affaires dans ma voiture à Paris cet été. Et j'en ai retrouvé quelques-unes. C'était des. Ils ont pris le sac et ils sont partis. C'était des toxicos en fait. Et donc du coup ils ont parce qu'ils ont mes lames en fait, une lame en fait a été retrouvée dans un camp de toxicos et qu'ils les ont sûrement volées pour les revendre. Ouais, pour les revendre, tu vois. Or ça se revend pas. Le matériel est pro-commo. Et c'est pour ça que ça vaut cher à l'achat, mais en fait à la revente ça vaut que dalle. Ouais. Et par contre après il m'est arrivé cette mésaventure. Tu l'as retrouvée celle-là. J'en ai retrouvé qu'une sur les deux en fait. D'accord. Donc ça veut dire que c'est ce qui m'a aussi un peu coûté ma qualification aux mondiaux cet été, parce qu'en fait j'étais bien parti en fait pour me qualifier aux mondiaux en Inde, sauf qu'en fait du coup pendant 2 semaines j'ai pas pu faire d'athlé à 2 semaines des championnats de France, donc j'ai pas pu faire certaines compétitions qualificatives pour les mondiaux. Et en fait, je me suis ramené au championnat de France avec 1 semaine d'entraînement d'athlète dans les jambes et sans quasiment aucun repère. Et du coup, en fait, c'était la deadline pour se qualifier. Et du coup, j'ai fait une bonne perf, mais pas assez pour me qualifier. Tu vois, j'étais à 11 cm des minima. Et en fait, ces 11 cm, je sais qu'avec 2 semaines en plus, avec mes lames, je les aurais eu. Tu vois. Ouais. Et après, oui, il m'est arrivé la mésaventure en novembre, où un conducteur alcoolisé est rentré dans ma voiture et ma voiture a été amenée par la fourrière et je pensais qu'elle avait été volée, mais en fait elle a été amenée plutôt à une dépanneuse privée. Et, bref, c'est pour ça que tu as sacrée histoire. Ouais. Je pensais qu'elle avait été volée parce qu'elle était ni à la fourrière ni nulle part en fait. Elle était dans une dépanneuse, chez une dépanneuse privée. Parce que là bêtement, si on vole ta voiture avec les lames dedans, l'assurance prend tout en charge. Non. Tu savais ? Non. Elles sont pas assurées, c'est compliqué, je sais même pas si c'est du matos qui s'assure ou quoi. Ouais. C'est compliqué, mais comme tu as vu, je suis bien chargé et en fait sur tous mes entraînements, et là j'ai même pas mes pointes, j'ai mes pointes, j'ai mon rouleau, j'ai mes lames de rechange, des trucs comme ça. Et en fait si je m'amuse sur tous mes entraînements et mes compétitions surtout, à chaque fois à tout charger, redécharger, j'y passe beaucoup de temps, donc c'est vrai que j'ai tendance à laisser mes affaires dans ma voiture. Et ça, il n'y a pas de prise en charge sécu, même pour les lames de sport? Non. Pas de prise en charge sécu. Et le club t'aide donc, tu les finances? Le club m'a aidé, ouais. J'ai aussi la fondation Flavien qui m'a aidé, donc avec un monsieur très sympa, Denis, qui en fait sa fondation soutient la recherche contre le cancer parce que son fils est décédé d'un cancer et qui m'a aidé en fait et qui m'a financé 2 lames de sport. Et donc voilà, en gros, j'essaie d'aller chercher des financements à droite à gauche. Des fois, je trouve comme ça par rapport avec mon club ou alors une fondation comme ce monsieur qui m'a aidé. Et sinon, des fois, c'est aussi à moi de financer mes lames. Et toi qui as l'air d'être un geek et tout, t'aimes bien participer au développement des lames et tout? Tu fais un retour à ton ortho? T'aimes bien ça? Alors, en fait, moi, sur la rigidité, plutôt sur la forme des lames, j'ai rien à dire parce qu'en fait, c'est l'entreprise de base qui vend les lames développe une forme de lame. Et ils l'ont développé parce que derrière, il y a eu des années de recherche et ils ont dit ça, c'est la forme qu'il faut pour faire du sprint ou pour du sur longueur. Moi, derrière, les retours que je fais à mon ortho, c'est sur les alignements parce qu'en fonction de la manière dont tu vas monter ta prothèse par rapport à ton emboîture, enfin de ta lame par rapport à ton emboîture plutôt, tu vas avoir un retour d'énergie qui est différent. Donc moi, je lui fais des retours par rapport à ça, par rapport à la rigidité de la lame aussi. Donc la rigidité, c'est le nombre de couches de carbone qui va faire que ta lame, tout comme une perche, en fait, tu as des indices pour tes perches. Donc plus l'indice est haut, plus ta perche elle est rigide, plus il te faut de la vitesse et en fait de la force, de la puissance pour la plier. Moi, pour mes lames, c'est exactement pareil. Voilà. Donc avant d'en faire produire une, il t'amène plusieurs modèles et vous essayez sur piste? Malheureusement non. Ah non, c'est dommage. Ouais, c'est le truc qui est dommage, c'est que ça vaut très cher, sauf que tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc ça veut dire qu'en fait, avec l'expérience, au bout d'un moment, tu es capable de dire, maintenant je suis capable de dire, il me faut telle rigidité de lame. Sauf que quand j'ai commencé, tu te dis, mince, mais qu'est-ce qu'il me faut? Donc en fait, on est parti d'une rigidité qui, en fait, au final, avec mes progrès, a vite plus été la bonne. Et ça se trouve, on aurait peut-être pu économiser une lame et aller sur la rigidité au-dessus. Et se dire on progresse avec, tu vois. Ça c'est dommage, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est dommage, tu vois, pour le Paris 2024, ils l'ont peut-être fait, mais je crois pas, que les fédés d'athlètes, ils aient pas mis un budget là pour le développement de ci. Ce serait incroyable, mais bon, malheureusement, c'est des contraintes financières et que, à mon avis, la fédé handisport peut pas assumer. Ouais. Voilà. Ouais, c'est compliqué déjà sur d'autres plans. Alors là, je pense que le faire sur des lames qui valent 4 000 €, voire même plus la lame, c'était compliqué. Ça aurait été incroyable, ce serait incroyable de faire ça, je suis d'accord. Même d'avoir des lames en réserve pour les athlètes qui veulent en essayer. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est dans un monde utopique. Pour les Jeux à Paris, ça aurait pu être logique. Et donc là, objectif Los Angeles, toi? Ouais, objectif Los Angeles. Donc là, j'ai commencé ma prépa
Un peu, franchement, avant les Jeux de Paris, au final, j'ai commencé ma prépa. Très frustré. Et en fait, je me suis dit, vas-y, on va gagner le plus de temps possible. Et ça paye pour l'instant. Donc là, j'en suis à du coup ma deuxième année de préparation. C'est ma 4e saison. J'ai fini ma 4e saison en athlée. Et là, franchement, tout se passe bien. 6,07 m en longueur, 13,31 au sprint. Enfin voilà, j'ai fait top 10 en longueur l'année dernière, top 13 en sprint. Donc mondial plutôt. Top 9 mondial et top 13 mondial. Donc en vrai, ça progresse bien, ça progresse très vite même. Donc là, il faut juste que ça continue sur cette pente ascendante jusqu'au jeu. Et je pense que... Et les minima, vous les savez à peu près, ils vont pas trop bouger Ouais, grosso modo, tu peux te dire ce qu'il faut pour y aller. Voilà. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore ce qu'il faut, mais je m'en rapproche. Et si ma progression continue comme ça, je sais que d'ici 1 an ou 2 ans, même avec les jeux, je l'aurai. Et tu vas tenter sur les deux ou petit à petit, peut-être que tu... Eh ben, en fait, il y a la Fédération internationale World Para Athletics. Ils ont décidé de supprimer le saut en longueur de notre catégorie, en fait. Okay. Pour des raisons, pour nous, les athlètes de notre catégorie, qui sont vraiment pas compréhensibles. En fait, ils ont pris cette décision. Et en fait, on a fait beaucoup de réunions avec World Para Athletics et jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi ils ont supprimé le saut en longueur. Donc aujourd'hui, je prépare les Jeux 2028 que en sprint parce que c'est la seule discipline qui me reste. Sinon, il y a le saut en hauteur, mais c'est pas du tout ma discipline. Et du coup, au final, nous, pour ceux de notre catégorie, il nous reste quasiment plus rien. Alors que c'est une des disciplines vraiment où il y a le plus de niveau. Enfin, on a 5-6 mecs qui sautent à plus de 7 mètres. Il y en a un qui est proche des 8 mètres. Ouais. C'est incroyable, tu vois, c'est une des disciplines les plus regardées à chaque fois, les plus impressionnantes. Enfin, dès que tu vois un mec avec une lame sur un concours de saut en longueur, quel que soit le concours, c'est un concours handi ou un concours valide, enfin, le public est impressionné. Aux Jeux paralympiques 2024 à Paris, c'était une des disciplines les plus regardées. Et World Para Athletics a fait le choix de supprimer. Et la logique, c'est quoi? On sait pas. On ne sait pas pourquoi. Eux, ils disent que c'est parce qu'on n'est peut-être pas assez au ranking. Or, il y a des disciplines aussi où ils ne sont pas beaucoup au ranking et où le niveau est même plus bas et pour le coup, on les garde. Il n'y a pas vraiment de raison. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec que 2 disciplines à faire dans notre catégorie, alors qu'il y a certaines catégories où ils ont 3-4 distances ou concours possibles et nous, on se retrouve avec rien. Donc on est un petit peu lésés par ça et du coup, on est en train vraiment de mener un combat avec les autres athlètes pour faire en sorte que déjà à Brisbane, en 2032, notre discipline, le saut en longueur, soit réintégrée. Mais c'est bien que tu dises, parce qu'on pense que les Paralympiques, ils ont accès à toutes les disciplines tout le monde, mais en fait non, tu as des disciplines bien... En fait, tu es obligé de réduire, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de catégories et tu as vraiment beaucoup de catégories et si tu te mets à tout faire, c'est impossible, qu'on soit bien d'accord. En revanche, le but, c'est d'être le plus inclusif possible, mais aussi de garder la performance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le but, moi en tant que personne en situation de handicap, moi j'aime quand le public me regarde pas par rapport à mon handicap, mais par rapport à mes perfs, et qu'ils se disent, ok, bon, il a un handicap, mais il est capable de faire des perfs de ouf. Ouais. Or, nous, notre discipline, le saut en longueur, c'est typiquement ce que ça procure. C'est que le public se dit, ah, les mecs, ils sautent à plus de 6 mètres, 7 mètres, et ils ont des lames, etc. Incroyable. Ok, c'est impressionnant ce qu'ils font, c'est propre techniquement, etc. C'est de l'athlète, tu vois. Et sauf que derrière, on vient nous léser, nous, notre discipline, en incluant, en nous excluant. Du coup, on fait de l'exclusion alors qu'on est censé être inclusif. Et en incluant d'autres disciplines certaines fois où le niveau est peut-être moindre et il y aura peut-être moins cet aspect impressionnant de l'athlète. Et en fait, je pense qu'il faut garder un juste milieu entre quand même on fait de la performance et aussi l'inclusion. Et nous, là, on est clairement en train de nous exclure de tout ça. Et moi qui suis pas en situation de handicap, et le côté télégénique aussi. Comme tu disais, le saut en longueur, c'est vachement télégénique, quoi. C'est clair. C'est dommage. C'est impressionnant quand même, tu vois, comme discipline, que ce soit sur les valides, quand tu vois les mecs sauter à plus de 10 mètres, c'est impressionnant. Et alors nous, avec les lames aussi, tu as toujours ce côté impressionnant qui reste. Donc, voilà. Et tu vas maintenir les championnats de France en longueur et tout, tu vois? Ouais, je vais maintenir. L'objectif quand même, c'est, je vois sur du long terme, je ne veux pas m'arrêter à Los Angeles. S'il faut faire Brisbane en saut en longueur, je le ferai. Et l'objectif, c'est de monter au ranking mondial. Et moi, mon objectif d'ici là, c'est quand même d'aller chercher les 7 mètres à un moment donné. Donc moi, je reste sur ça, je vais continuer à m'entraîner en longueur et voilà. Brisbane, tu auras 30 ans, donc c'est... Ouais, bon, carrément, là, c'est le pic de perf des athlètes en athlète en général, donc ce sera top, tu vois. Ouais. Tu me fais penser à une phrase, parce que tu as toujours le sourire et tout. Il y a une phrase, je ne sais plus qui a dit ça, une citation, je ne sais pas si tu la connais, qui dit que
Je te la fais en gros, hein, qui dit qu'une difficulté n'en est plus une lorsqu'on l'aborde avec le sourire. Tu vois, Ouais. tu me fais vraiment penser à ça, tu vois. Tu disais que tu avais eu 13 opérations, mais tu as dit ça comme. Tu l'as dit vite fait, comme si c'était rien, quoi. C'est vrai. Et t'es hyper positif en fait, non? J'essaie d'être le plus positif possible. Aujourd'hui, je me considère plus comme réaliste que positif, mais j'essaie de laisser transpirer cet aspect positif de ma personne. Mais je suis plutôt en combattant et je laisse pas la vie me dicter, on va dire. Ouais. Tu vois, j'essaie vraiment de prendre le dessus et de commander, tu vois. Je veux faire ça, donc je le fais, même si derrière la vie me dit ça. Tu vois, au départ, moi, on m'a pas du tout orienté vers le parathlétisme. On m'a dit, ouais, t'as une jambe gauche, déjà c'est compliqué, machin, etc. On m'avait orienté vers canoë-kayak. C'était une para-athlète qui est assez connue qui m'avait orienté vers le canoë-kayak. J'ai dit, moi, je vais pas faire de canoë-kayak. Avec tout le respect que j'ai pour les kayakistes, c'est pas du tout ce vers quoi je veux aller. Et donc voilà, moi, je veux prendre les devants et je me donne les moyens pour y aller. Je suis en combattant. C'est mon esprit, j'ai un esprit combatif. Et que ce soit à travers ma maladie, avant ou même maintenant, c'est ce que j'essaie de montrer. J'aborde les choses, oui, avec le sourire, mais surtout avec la hargne et avec cet esprit combatif, je me répète un peu. C'est ce qui me guide chaque jour. Et tu as le sourire peut-être en public, mais c'est dur des fois, tu ressens se passer et tout. Oui, carrément, Ouais. tu vois. C'est chaque matin, faut pas oublier que je me lève avec une jambe en moins. Chaque matin, je dois mettre ma prothèse. Chaque matin, je dois mettre mon attelle à ma jambe gauche. Et ça, c'est un truc il y a 10 ans, je le faisais pas. Donc chaque jour est un combat. Et il y a des jours où c'est très compliqué. Et tu vois, pendant 2-3 ans, j'étais en dépression. Et c'est ce qui fait aussi que j'avais pas commencé l'athlé. Hein. C'est que j'avais même des soucis sur le plan psy et je pouvais pas commencer un sport où il faut justement un tas d'habilité sur le plan psychologique, alors que même moi, ça va pas. Et donc j'ai combattu cette dépression aussi. Et aujourd'hui, ça va mieux, tu vois, même si c'est pas facile tous les jours. Et voilà, hein, j'essaie quand même de rester fort tous les jours. Et voilà. J'imagine que tu as des histoires de vie. Je sais pas, tu rencontres une fille quelque part, au bout d'un moment, il faut lui annoncer que tu as une prothèse. Enfin, il doit y avoir des histoires quand même compliquées. Oui, carrément. Au départ. Enfin, en plus, quand je suis comme ça en jogging ou en pantalon, tu le vois pas forcément. Ah, tu le vois Donc pas. c'est vrai que j'ai déjà eu plusieurs situations où des fois, les gens croient que j'ai 2 jambes, mais au final, non, j'ai une prothèse. Tu vois, et quand ils l'annoncent, c'est toujours bon, tu vois. Tu vois vite l'étonnement sur leur regard. Mais ouais. Et t'en as pas marre quand on te pose des questions comme moi, là, tu vois, quand on te sollicite pour ça, de raconter ton histoire? Non, en fait, ce qui est redondant, c'est de la raconter à chaque fois, je vais pas te mentir. Mais à chaque fois, j'accepte parce que je sais que c'est dans un but, c'est pour sensibiliser, et pas seulement sensibiliser à la maladie que j'ai eue, mais aussi sensibiliser en fait à des aspects plus sur le plan motivationnel, etc., le courage, que voilà, il nous arrive des épreuves dures dans la vie, mais que il faut être capable de le surmonter en se fixant des objectifs, en étant combatif, en ne se laissant pas abattre. Tu vois, j'essaie vraiment de laisser transpirer ce discours-là quand je fais mes interventions ou quand je fais podcast, peu importe. Et voilà. Ouais. Il y a des gens comme ça, des gars un peu célèbres qui t'ont, enfin dans ton cas, qui t'ont motivé un peu, ou tu t'identifies? Non, alors j'ai des inspirations sur le plan sportif, mais j'ai pris un peu de tout. Enfin, je suis un fan de foot. Moi, j'adore. Tu vois, un de mes footballeurs préférés, c'est Ibrahimovic. Lui aussi, c'est un truc pareil. Il a jamais perdu sa jambe, mais il est fils d'immigrés. Il vient d'un ghetto. Il n'était pas assimilé à la Suède. Le mec, il a dû en faire 2 fois plus que tout le monde pour justement être international suédois, pour pouvoir se faire reconnaître en Suède et devenir un des meilleurs joueurs. Enfin, tu vois, c'est un tas de parcours comme ça. Serena Williams aussi, une de mes tenniswomen préférées. Même le très controversé Djokovic. Enfin, c'est des mecs comme ça j'aime les mecs qui ont du caractère. Et c'est des mecs comme ça qui m'inspirent, tu vois. Ouais. Et desquels moi je m'inspire, même Nadal, tu vois, des mecs comme ça qui transpirent la combativité, tu vois, la hargne, et qui se laissent pas abattre par le public, la presse, tout ce qui peut se dire, et qui justement, eux, dictent ce qu'ils veulent faire, et ça marche, quoi. Moi, il y en a un dont j'ai bien aimé le discours. Je sais pas si tu as suivi, c'est l'ancien copilote de Nasser El-Attiyah, je sais plus comment il s'appelle, le français, qui a été amputé sur le Dakar. T'as jamais vu ça? Ah non, j'ai jamais vu là. Ok, qui a été amputé l'année dernière après un accident de voiture, et là qui a repris le Dakar, qui monte sa prothèse, et qui est hyper positif, tu vois, dans le truc. Et ouais, je trouve ça
Ok. Je trouve ça fou. Ouais, mais il y a un tas de parcours comme ça. Et quand tu viens sur nos compétitions en e-sport, là, tu me vois moi, tu te dis, ouais, c'est impressionnant. Et moi, quand j'ai fait ma toute première compète en e-sport international, mon coach qui connaît beaucoup d'histoires des athlètes en fauteuil, etc., en fait, tu dis, toi, ton histoire, ouais, c'est rien, entre guillemets, mais tu dis, en fait, il y a pire. Alors, il y a pire. En relativisant, évidemment, ces gens-là, c'est pas, on va pas les assimiler seulement à leur histoire, tu vois, et se dire il y a pire. Toutes nos histoires se valent évidemment, mais quand même, ça reste des mecs ou des filles qui ont vécu des trucs de dingue dans leur vie. Et voilà, et tu te dis en fait, voilà, ça arrive pas qu'à toi, ça arrive aux autres, et eux aussi ont réussi à s'en sortir, à gagner des médailles, à faire du sport. Et en fait, voilà, t'es entouré de ça quand tu fais une compétition d'e-sport, il n'y a que ça. Ouais. Donc voilà, t'es pas seul dans tout ça. J'imagine que ça change un peu ton regard sur la vie et tout. Des fois, ça t'énerve pas des gens qui se plaignent pour rien Oui, non, enfin, quand on vient se plaindre à moi... Écoute, non, pour tout te dire, j'essaie quand même de rester ouvert et c'est vrai que des fois, on se plaint pour rien et même moi, des fois, ça m'arrive maintenant de me plaindre pour rien. C'est juste que j'ai une capacité à relativiser, à me dire... Je me plains à moi-même plutôt, hein, je me plains à moi-même et je me dis « ça c'est chiant, etc. » Alors que j'ai vécu pire, mais ça n'empêche pas que, voilà, maintenant, des fois, on se plaint. Bon, écoute, on a le droit et non, ça me saoule pas, toute proportion gardée, évidemment. Je suis comme tout le monde. Si quelqu'un vient se plaindre 10 000 fois à moi, là, ça va me saouler. Mais bon, c'est une fois comme ça par rapport à quelque chose. On va dire que ça arrive. Et pour en revenir au foot, par exemple, le foot, il n'y a que du CC-foot qui existe. Il y a le foot amputé et le CC-foot. Foot amputé, et il y a même le foot fauteuil. Mais là, c'est pour les handicaps un peu plus lourds. Et le foot amputé, ça existe? Ouais. Ok. Carrément, ouais. Et tu interviens un peu dans les écoles et tout, tu es sollicité des fois? Ouais. En fait, j'ai une association qui s'appelle TBF qui a pour but d'accompagner. C'est la tienne, c'est toi qui l'as créée? C'est mon association, je suis le président. Et c'est moi qui l'ai créée. South by Flavio da Pozzo. Ok. Voilà. Et j'ai créé avec ma mère. Et du coup, je fais des interventions auprès de médecins, du coup de beaucoup personnel médical, en fait, donc des docteurs, des médecins, des collaborateurs d'entreprise aussi. Où en fait, je sensibilise à la maladie que j'ai eue qui est assez méconnue, mais eux, c'est des parents, c'est des enfants aussi pour les plus jeunes. En gros, ils peuvent tous être touchés par cette maladie et j'interviens aussi avec des écoles évidemment. Donc j'ai fait du lycée à l'école primaire et régulièrement, tu vois, en général, j'interviens tout au long de l'année, beaucoup pendant la semaine olympique et paralympique. Et là, j'interviens avec l'UCEP, là, par exemple, cette année, pendant la semaine olympique et paralympique, pour une journée sport. Et voilà, je sensibilise à mon histoire, au handicap, comme je t'ai dit, à la motivation et tous ces aspects-là de la vie qui sont importants, quoi. Une dernière petite question avant de te t'entraîner. T'es venu à Clermont pour le foot. T'as pas eu envie de retourner en Guadeloupe au soleil Non, au départ, pas trop. Alors, au départ, j'avais peur de retourner en Guadeloupe par rapport au regard des gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit que moi, j'ai jamais vu de personne en situation de handicap là-bas. Or, il y en a. Et je me suis dit, putain, les autres, ça va être pareil. Et en fait, le regard des gens, j'en avais peur partout. Enfin, je l'aimais pas partout, que ce soit à Clermont. Et en fait, en Guadeloupe, je me dis, ouais, j'avais vraiment pas envie. Parce que ici, tu vois, je mets des pantalons, il y a l'hiver, etc. Ça se voit moins. C'est vrai que là-bas, t'es en short toute l'année. Donc, je me suis dit, ça va encore plus se voir. J'ai pas envie de subir le regard des autres. Donc, j'ai pris du temps avant d'y retourner. Je suis retourné en 2024. Et c'est vrai que avec le foot, ça aurait été compliqué de retourner en Guadeloupe parce que, bah, évidemment, c'est en Europe que tout se fait, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est là où on peut devenir professionnel. C'est vrai qu'avec l'athlète, maintenant, tu peux faire comme certains athlètes font. Tu vas t'entraîner toute l'année en Guadeloupe et pour la saison estivale, tu viens en Europe faire les compètes et tout. Mais au final, c'est vrai qu'ici, j'ai trouvé un cadre à l'ASM qui me convient, où j'arrive à concilier mon taf et mes entraînements. Et que je ne sais pas si je pourrais trouver ailleurs. Donc pour l'instant, je reste ici. Mais je vais vite retourner en Guadeloupe quand même pour m'entraîner, faire des stages et tout. Et si, pardon, j'ai une dernière question. Est-ce que ce regard des autres dont tu parles, c'est pas un énorme malentendu en fait? Parce que j'imagine que personne va dire du mal de toi ou... En fait, est-ce que c'est pas toi qui te fais une idée du truc? Et alors que les gens invalides sont aussi mal à l'aise, des fois, tu vois, des fois, en fait, t'as quelqu'un amputé devant toi, t'oses presque pas le regarder pour pas... pour pas qu'ils pensent que tu le regardes bizarrement, tu vois. En fait, il y a un peu un malentendu dans les deux sens. Des fois, il y a un malentendu, mais il y a, comme tu dis, il y a de tout en fait. C'est un malentendu dans les deux sens. Et sauf qu'en fait, certaines fois, des personnes, quand ils vont te lancer un regard insistant, c'est de la curiosité mal placée, tu vois. Que eux ne le feraient peut-être pas sur leurs enfants. Mais il y en a tant que ça, tu crois? Il y en a beaucoup. Ah bah, genre, en 5-6 ans, j'en ai croisé des centaines, des 200. Ah ouais, moi je pensais pas, tu vois, je pensais... Et ça, n'importe quelle personne en situation de te le dire, en situation de handicap te le dira, dès que je me mets en short, les gens me fixent. Et c'est pas une impression, c'est que les gens me fixent, vraiment. C'est... Voilà.
C'est des choses qui n'arrivaient pas avant et qui arrivent maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de curiosité mal placée. Et de la part d'enfants, tu peux le comprendre parce que les enfants, ils le vivent. Aujourd'hui, enfin, c'est la première fois qu'ils voient ça. Ouais, donc ils demandent, ils sont. Ouais, voilà, ils sont curieux. étonnés. Et là, ça, je l'entends beaucoup plus. Par contre, venant d'adultes majeurs et vaccinés, là, je l'entends moins. Là, tu dois être capable justement de faire exactement ce que je dis aux enfants, c'est de se mettre à la place. Aux enfants, quand je fais des interventions avec eux, je leur dis, imagine, c'était toi qui avais plus de jambes et tous tes copains dans ta classe. Ils viendraient là te regarder, te dire est-ce que je peux toucher, est-ce que je peux voir, est-ce que ça te plairait, et toute la réponse et la réponse des enfants, c'est toujours non. Parce que voilà, en plus eux à cet âge-là, ils font encore plus attention au regard des autres, etc. Et forcément eux, si tous leurs camarades viennent les voir, leur dire ah qu'est-ce que t'as machin, ah mais les enfants ils seraient pas bien, tu vois. Ouais. Et en fait, les adultes, ils devraient être capables de faire la même chose parce que eux ils ont l'expérience des choses. Certains ont des enfants. Et je suis sûr que beaucoup d'adultes qui me regardent et qui me fixent dans la rue, si on faisait ça à leurs enfants, Ouais. ben eux, ils diraient aux personnes, mais qu'est-ce que tu regardes, quoi, tu vois. Ouais, Et c'est mais exactement ça. Tu vois, naïvement, je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Ah si, il y en a énormément. Et c'est ça le regard des gens. Et ça t'est arrivé moi, d'aller j'aime voir pas. quelqu'un un jour de dire. Ouais, ça m'est arrivé un peu plusieurs saoulé. fois. Ouais. Et sachant que j'ai un caractère très corsé, donc ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ok. Ouais. Bon, merci Flavio. Je vais Merci à toi, suivre ta qualif pour Los Angeles et bon entraînement. Et maintenant que je te croiserai à la SM, du coup, Tu sauras qui je suis. je ouais. serai quitté, Ouais. on pourra se saluer correctement. Allez, merci beaucoup. Merci à toi, Pierre. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.